Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la tenue d'un Obergefreiter intégré au sein de la 101e Jägerdivision en avril 1945. Avant toute chose, je souhaite remercier War Militaria pour son soutien. Vous pourrez retrouver le lien de cette boutique dans la description, surtout si vous avez besoin d'un signe. Ils sont top pour ça. Mais avant de commencer cette vidéo, je me dois de vous préciser certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Elle n'a pas la prétention, malgré mes nombreux mois de recherche, à être une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Et en parlant de magazines spécialisés, vous pourrez retrouver l'article complémentaire à cette vidéo dans le magazine Militaria du mois d'avril 2022. Tada! Et enfin, vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cette tenue sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. Avant de s'appeler la 101e Jägerdivision, la division fut d'abord créée sous le nom de la 101e Division d'Infanterie Légère, le 10 décembre 1940, près de Prague. Elle était dirigée par le général Erich Marx. D'abord basée à Heilbronn, elle a ensuite été déplacée à Karlsruhe. Les effectifs venaient pour une grande partie de la 35e Division d'Infanterie qui avait participé à la campagne de France et des Pays-Bas auparavant, et qui fut une force d'occupation sur la côte belge. La division légère était constituée de 2 régiments d'infanterie, un régiment d'artillerie, un bataillon de chasseurs de chars, un bataillon d'éclaireurs, un bataillon de réserve et un bataillon de sapeurs. La 101e division légère attaque la Yougoslavie en avril 1941 depuis l'Autriche en tant que partie de la 2e armée, mais n'a pas beaucoup été engagée, les principales poches de résistance ayant déjà été éliminées. La division est ensuite engagée dans l'opération Barbarossa en juin 1941 dans le groupe d'armées sud dans la 17e armée. Elle participe à la bataille d'Ouman en Ukraine de la mi-juillet à mi-août, enchaînant des succès dont l'encerclement des 6e et 12e armées russes. Elle est ensuite envoyée en réserve pour repos et réapprovisionnement avant de retourner au combat dans la bataille de Kiev et la première bataille de Kharkov. Elle part ensuite en réserve de la 17e armée pour se reposer à nouveau. Elle prend part ensuite au combat durant l'hiver et est transférée de nombreuses fois, de manière partielle ou complète. Le 11 avril 1942, c'est le colonel Erich Distel qui prend le commandement. Elle participe à la 2e bataille de Kharkov en mai 1942, ainsi qu'à la prise de Rostov 2 mois plus tard. C'est à cette période, donc en juillet 1942, que la 101e division d'infanterie légère est renommée en 101e Jägerdivision, ou 101e division de chasseurs. Elle est engagée dans la bataille du Caucase, jusqu'à la retraite dans la tête de pont du Kuban, début 1943. L'armée rouge et les partisans sont très efficaces, et la division subit de lourdes pertes. La division de Jäger est évacuée par le détroit de Kertch, puis transportée à travers la Crimée jusqu'au cours inférieur du Dniepr, à la fin de 1943. En mars 1944, la division de chasseurs est encerclée en Ukraine avec la première armée de Panzer et fait partie de l'arrière-garde pour permettre aux autres divisions de briser l'encerclement. Elle se fait remarquer pour sa conduite lors de cette phase de retraite. Elle participe à la campagne des Carpates, puis est retirée en Slovaquie à la fin 1944. Début 1945, la division est déployée au sud du front. Elle manque tellement d'effectifs que 2 de ces bataillons de Jäger sont en fait constitués de volontaires d'Union soviétique, des Osttruppen. Elle combat à travers la Hongrie et l'Autriche pour protéger le retrait inexorable des troupes allemandes. À la fin de la guerre, la division n'est plus qu'un Kampfgruppe et réussit malgré tout à se rendre aux forces américaines dans les Sudètes. Les hommes de la 101e Jägerdivision n'étaient pas des chasseurs alpins à proprement parler, même si certains insignes peuvent y ressembler. Ils étaient d'abord des unités d'infanterie, donc étaient équipés comme tels, sauf pour quelques détails. La tenue qui sera présentée ici est spécifique pour du fin de guerre, donc n'utilisez pas cette tenue si vous voulez représenter des chasseurs avant 1945. L'ensemble avec l'arme n'a pas été pris en photo à l'époque, mais je dispose de plusieurs photos pouvant laisser penser qu'un Jäger pouvait être armé d'un MP44. Les photos d'époque de la 101e Jägerdivision au moment de sa capture étant rares, il faut parfois interpréter. Il y eut différentes versions de pantalons allemands durant toute la Seconde Guerre mondiale, et un des derniers distribués fut le pantalon M43. Il est reconnaissable par rapport au modèle M40 à ses lacets, disposés sur le bas des manches. Ce lacet permet de faire soit un étrier pour le talon, soit de nouer le pantalon sur le bas de la cheville pour que les manches restent bien au fond des bottes, ou bien placées dans les guêtres. Le pantalon dispose de martingales sur les flancs pour aider le serrage. Il manque ici une boucle. Le pantalon se ferme grâce à des boutons en métal, et certaines versions pouvaient avoir des boutons intérieurs pour y placer des bretelles. Les chasseurs pouvaient également percevoir des pantalons Berghauser M40, pantalons spécifiques pour les chasseurs alpins.
Les combattants avaient de moins en moins de bottes à la fin de la guerre, le cuir étant en rupture un peu partout. Malgré tout, notre soldat, qui a combattu depuis plusieurs années, a gardé ses bottes à tige haute, où il a pu en retrouver pour remplacer ses anciennes. Elles sont cloutées et ferrées pour être efficaces sur le terrain. En revanche, attention en bâtiment, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Elles sont caractéristiques du soldat allemand pendant la Seconde Guerre, c'est pour cela que les soldats les gardaient le plus possible. Elles s'enfilaient rapidement, mais étaient une faiblesse dans les environnements boueux, contrairement aux brodequins. Il s'agit ici d'une reproduction de grande qualité américaine qui a déjà été utilisée sur des dizaines de kilomètres. La chemise M43 est apparue courant 1943 et se distinguait des modèles précédents par l'ajout de poches à soufflet. Elles avaient également des passants pour les pattes d'épaule ainsi qu'un bouton. Notre soldat a choisi ici de ne pas conserver les boutons, le bourrelage pouvant appuyer dessus. Les poches de poitrine pouvaient contenir du petit matériel personnel ou un portefeuille. Il existait plusieurs conceptions, celle-ci est réalisée en coton. Par-dessus, notre soldat avait une plaque d'identité, ou Erkennungsmarke, sur laquelle on retrouvait le numéro et le régiment d'engagement. Tout comme pour le pantalon, il y eut plein de versions de vareuses tout au long de la guerre. Une des dernières versions fut la Fellblouse M44, fortement inspirée du battle dress anglais. Cette vareuse était une M43 réduite pour économiser au maximum le drap de laine qui commençait lui aussi à manquer sur la fin de la guerre. Ce blouson se ferme par 6 boutons sur l'avant et ne disposait que de 2 poches, contrairement aux 4 des versions précédentes. Notre Obergefreiter a quelques insignes notables sur sa vareuse. Tout d'abord, un aigle de poitrine fin de guerre, sur fond triangulaire et placé sur le côté droit. Les pattes d'épaule disposent d'un liseré vert clair, de la couleur hellgrün précisément, couleur similaire à celle des chasseurs alpins. Les Litzen sont génériques en version fin de guerre, donc sans Waffenfarbe. Sur la manche droite, on retrouve l'insigne d'identification des Jäger, en mode Bevo. Au-dessus, un insigne de destruction de chars. Et sur la manche gauche, on retrouve un bouclier commémoratif, notre Jäger ayant participé à la bataille du Kuban en 1843. Et en dessous, on retrouve le grade pour les hommes du rang, 2 chevrons pour Obergefreiter ou caporal-chef. Notre soldat a choisi de ne pas porter plus de décoration pour ne pas trop attirer l'attention. C'est début 1845 qu'apparaît un nouveau camouflage dans l'armée allemande, développé en même temps que les systèmes Vampire, destinés à la vision de nuit. Il est connu sous le nom de Leibermuster, bien que le nom officiel soit Buntfarben Aufdrucken 45. Il est constitué de 6 couleurs différentes, vert foncé, vert clair, rouille, brun, blanc et le noir, composé de carbone. Jugé comme extrêmement efficace, il était destiné à remplacer tous les camouflages dans la Heer, Luftwaffe, Waffen-SS et Kriegsmarine. Mais les bombardements en Allemagne rendent l'approvisionnement des usines très difficile, et rares sont les unités à percevoir ces nouveaux équipements. Aussi, la 101e division de chasseurs a pu en avoir sur les derniers mois de la guerre. La veste est une M45 avec 2 poches seulement, et le pantalon un M44. Les deux sont réalisés en toile assez fine et patinés artificiellement au papier de verre. La toile est assez fragile, il faut donc ménager ses pièces. Un aigle de la Heer a été ajouté sur la veste M45 de manière plus ou moins réglementaire, de façon à se distinguer des troupes SS qui ont également perçu ce camouflage. La couleur d'origine de cette reproduction était beaucoup trop flashy, d'où le passage au papier de verre. Ce camouflage inspira grandement le camouflage suisse après-guerre, qui est cependant légèrement différent. Dernière version du Stahlhelm, le casque dit M42 pour les collectionneurs, se distingue des modèles précédents par une simplification significative de sa conception. Sa principale différence se trouve au niveau du bord qui n'était plus retourné, rendant les bordures assez coupantes. Les évents de ventilation sont bombés à la presse, comme sur le modèle précédent. Les insignes sont définitivement supprimés en août 1943, et la peinture utilisée est couleur gris ardoise d'une qualité médiocre. Chaque coque a sa propre taille, allant de la taille 60 à la taille 72, permettant d'accueillir des coiffes de la taille 52 à la taille 65. Ici, un camouflage a été ajouté par notre soldat à la bombe, camouflage jaune, brun et vert foncé. Lors de la transformation de la division d'infanterie légère en Jägerdivision, les soldats ont pu troquer les calots contre les casquettes Bergmütze, caractéristiques des chasseurs et chasseurs alpins. La casquette M43 n'étant apparue que plus tard, elle ne sera pas systématiquement distribuée, bien qu'on en retrouve chez les Jägers. La version montagne se distingue par une visière légèrement plus courte et des boutons différents sur l'avant. Le flanc dispose de l'insigne des Jägers, réalisé en fer, qui comporte des feuilles de chêne et des glands. L'intérieur est doublé d'une bande de sudation en cuir pour protéger le front du drap de laine. Il existait naturellement différentes tailles. Sur l'avant, on a un insigne en T qui a l'aigle et la cocarde sur le même insigne en beveau. Attention, les insignes trapézoïdaux sont pour les casquettes M43. La fin de la guerre est synonyme de récupération pour pas mal de soldats, l'approvisionnement en nouvel équipement étant devenu quasiment impossible. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. L'équipement est naturellement adapté au rang et à l'arme du soldat.
Cependant, certaines adaptations terrain pouvaient être possibles. L'ensemble de l'équipement est installé sur un ceinturon en cuir noir qui se ferme au moyen d'une boucle en fer. Elle peut être peinte, mais la peinture pouvait s'égailler assez rapidement. Les 6 chargeurs de MP44 sont stockés dans des ports chargeurs spécifiques qui sont reliés dans le dos au moyen d'une sangle pour qu'ils restent solidaires. Il semblerait que les soldats pouvaient couper cette sangle pour ne choisir de porter qu'un seul côté. Sur le côté droit, on retrouve un sac à pain qui n'a globalement pas changé depuis 1831. Sur un crochet est fixée une gourde de 1 litre dite Coco, bien que n'ayant jamais été utilisée en Afrique du Nord. Elle a un quart en alu sur son sommet et est maintenue par une sangle en toile. Sur le crochet de gauche, on retrouve une gamelle M31 fixée au moyen d'une sangle rapide. Sur le côté gauche du ceinturon est fixée une pelle droite, glissée dans un étui en cuir brun. Le manque de teinture noire sur la fin de la guerre a obligé les usines à produire des équipements avec une couleur naturelle. L'ensemble est maintenu grâce à un brelage lourd qui répartit le poids sur les épaules. Il est fixé à l'arrière grâce à un passant et une boucle, optionnelle mais vivement recommandée pour sauvegarder votre ceinturon, et il est maintenu à l'avant grâce au passant situé sur les portes chargeurs. Les 2 sangles en plus permettaient de maintenir le bas d'un sac à dos ou d'un chongepek. Même si la guerre est assez proche de sa fin, il ne faut pas oublier le masque anti-gaz. Celui-ci de modèle 38 est glissé dans un étui M38 en métal. Il permettait de contenir le masque, son filtre et des verres de rechange au minimum. Il se porte en bandoulière grâce à une longue sangle et l'autre côté est maintenu au ceinturon avec une petite sangle qui finit par un crochet métallique. Attention lors des chutes sur le dos, cet étui peut vous abîmer la colonne si vous ne prenez pas garde. Le masque anti-gaz pouvait être également utilisé dans la neige ou pour utiliser les lance-roquettes. La grenade M43 ou Stirlandgrenade M43 est un dérivé de la grenade M24, mais le coût de fabrication a été réduit. L'amorce se trouve maintenant au niveau de la tête et non plus du cul du manche, évitant ainsi de les vider et de rajouter un bouchon. Cela permet, après avoir retiré le manche, d'en faire un piège. Elle a un retardateur allant de 5,5 à 7 secondes, suivant la couleur du bouchon, reprenant le même modèle que pour les grenades EUF M39. Glissé dans le ceinturon, faute d'avoir un étui adapté, le Luger P08 est ici porté de manière non réglementaire. Le porter de la sorte permettait aux soldats d'accéder rapidement au pistolet, pour sécuriser un bâtiment par exemple, son arme principale étant très longue. Le Luger P08 était chambré en 9 mm Parabellum et fut distribué à partir de 1908 par la DWM pour Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, ainsi que l'arsenal d'Erfurt, après de nombreuses années de développement. Il dispose d'un chargeur de 8 cartouches et notre soldat a ici dans ses poches 1 ou 2 chargeurs supplémentaires. C'est ici une réplique d'Airsoft de la marque WE, travaillé par mes soins. Le MP44 pour Machine on Pistol 44 est le fruit de l'évolution du MKB42H, puis du MP43-1, puis du MP43 et enfin le MP44. Il donna ensuite le Sturmgewehr 44. Il est chambré en 7,92 par 33 mm Kurz, le 7,92 classique étant trop violent pour de tir en automatique. Il dispose d'une sûreté sous forme de levier au-dessus de la poignée, côté gauche. Les différences entre MP43, MP44 et STG44 se situent au niveau de la longueur et largeur de la crosse, la présence d'un rail pour une ZF et les plaquettes de poignée en bakélite. Lorsque le levier d'armement est manipulé, cela ouvre normalement la fenêtre d'éjection. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas reproduite sur cette réplique de chez Denix. Vous pourrez retrouver le lien de leur revue complète en description. Notre caporal-chef a choisi de ne pas porter d'étui de P08, celui-ci étant peu pratique à utiliser lorsqu'on a déjà les porte-chargeurs du MP44, très encombrants. La grenade pouvait être portée à la botte, mais ce n'était pas pratique pour courir. A l'opposé, porter la grenade et le Luger au ceinturon peut être gênant pour ramper. Mais les porte-chargeurs sont déjà gênants en soi, donc il n'en est plus à ça près. Le port du pantalon camouflé uniquement provient d'une photo d'époque. L'utilisation de la gourde Coco également. Mais les soldats pouvaient porter aussi la veste camouflée au combat, ce qui était plutôt logique, étant destiné à se cacher des appareils de vision nocturne. Appelé comme simple Schütze après la mobilisation fin août 1839, notre soldat intègre le 34e régiment d'infanterie au sein de la 35e division d'infanterie. A l'origine, il ne voulait pas aller dans l'armée, son métier de pâtissier étant, selon ses dires, beaucoup plus important pour le moral du pays. Il fait ses classes puis part avec sa division dans la région du Rhin, à l'ouest de Baden-Baden, dans le cadre de l'opération Westphal pendant la drôle de guerre. Sa vie en casernement était ponctuée d'exercices dans lesquels il excellait au corps à corps. Il put, grâce à ses prises d'initiative, passer le soldat première classe ou Oberschütze. Il participe à la campagne de France au sein de la 35e division, dont l'avancée est rapide, sous les ordres du général Hans Reinhardt, qui commandait la division. Paris devient rapidement une ville attrayante à ses yeux, et il se découvre même une petite amie parisienne, ce qui lui attira les foudres de la belle famille, l'occupant ne pouvant pas être perçu comme positif, surtout aussi rapidement après la défaite française.
En décembre 1940, un tiers des hommes est détaché de la 35e division pour constituer une nouvelle 101e Leichte Infanterie Division, qui est ensuite intégrée dans la 2e armée. Notre soldat en fait partie. La division est ensuite envoyée sur le sud-est de l'Europe pour participer à la bataille de Grèce en avril 1941. Notre homme se fait blesser à cette occasion, mais pas suffisamment pour se faire hospitaliser. Un simple éclat d'obus sur la cuisse. Cela lui vaut, quelques mois plus tard, la décoration des blessés couleur noire, qu'il décide de ne pas porter sur sa vareuse. Il reçoit également la croix de fer seconde classe pour avoir protégé un officier d'un obus de mortier, le poussant au dernier moment avant l'impact. La décoration lui est décernée en mai 1941 et il porte donc le ruban de rappel sur sa vareuse M40. Il prend ensuite part à l'opération Barbarossa, déjà lancée en juin 1941, et est engagé en Ukraine en juillet 1941 sur la frontière nord. Il participe à la bataille de Kiev, puis à la double bataille de Vyazma et Briansk. Puis la division prend part à la bataille de Moscou, qui vaut à notre Oberschütze une évacuation à la suite d'une nouvelle blessure au ventre. Il est en convalescence en Ukraine pendant quelques semaines, puis repart au combat, en retrouvant sa division légère, qui a depuis été rattachée au groupe d'armée sud, pour défendre Kursk sur la première partie de 1942. À l'été, juste après le déclenchement de l'opération Vollblau pour conquérir le Caucase, la division change de nom pour devenir la 101e Jägerdivision. À cette occasion, il doit changer de patte d'épaule, passant de l'infanterie au Jäger, donc liseré vert. Il perçoit également une nouvelle casquette qui vient remplacer le calot, peu adapté aux environnements montagneux du Caucase. Et il reçoit deux nouveaux insignes, un pour l'épaule, l'autre pour la casquette, tous les deux représentant la division de Jäger. Il est intégré dans le 228e régiment de chasseurs et est engagé dans le Kouban entre juillet et août 42, puis combat dans les montagnes du Caucase durant tout le reste de l'année, avant de se replier pour revenir combattre dans le Kouban à la début 1943. Notre soldat monte en grade et passe Gefreiter et devient chef de section, lui permettant au passage de passer du Moser 98K au MP40. Il reçoit également le bouclier commémoratif de la bataille du Kouban. Il enchaîne, avec son régiment, les batailles défensives, qui se soldent par des retraites. Ils sont transférés au-delà de la Crimée en septembre 43 et sont remontés vers le nord, dans la région de Vinitsa, au centre de l'Ukraine. Il détruit un T-34 à l'aide d'un chapelet de grenades, ce qui lui valut l'insigne de destruction des blindés, ainsi qu'une promotion au grade d'Obergefreiter. Malgré tout, ils sont repoussés inexorablement vers l'ouest par l'armée rouge, quittant l'Ukraine à l'été 1944 et rejoignant la Slovaquie, là où il y aura de nouveaux combats jusqu'à la fin de l'année. Début 1945, la division est choisie pour recevoir de nouveaux uniformes expérimentaux, le Leibernmuster, et notre soldat touche également une nouvelle vareuse M44, sur lequel il ne fixe que ses insignes indispensables, laissant les insignes métalliques de côté ainsi que la croix de fer. Il touche également une MP44 qui ne lui servit quasiment pas car il se fit capturer quelques semaines plus tard par des soviétiques pendant que les américains se chargèrent de prendre le reste de la division. Son aigle de poitrine sur sa veste camouflée lui sauva la vie. Les soviétiques reconnurent une troupe de la Heer, malgré l'uniforme qui ressemblait à celui des SS. Il mourut cependant en captivité 3 ans plus tard. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore War Militaria pour son soutien. Vous pourrez retrouver de nombreux éléments présentés dans cette vidéo, dans cette boutique, surtout les insignes. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee et à devenir souscripteur de la chaîne, de manière à pouvoir m'aider à poursuivre cette aventure passionnante. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Son métier de pâtissier étant, selon ses dires, beaucoup plus important pour le moral du pays. Ich bin ein großer Gâteau!